Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Bellet, candidate deuxième Cerco dans les Ardennes. Christelle, comment vas-tu? Salut Teddy, bah, écoute, ça va pas trop mal, je te remercie. Écoute, j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui. Du coup, pour quelle raison tu t'es lancé dans le grand bain des élections législatives? Eh bien, comme tu le sais, cher ami souverainiste, nous avons manifesté pendant plus de 18 mois avec Florian Philippot dans la rue contre les mesures liberticides du gouvernement, contre l'application du pass. Et ces manifestations ont servi à regrouper les gens, à créer du lien et à créer du réseau. Ça nous a permis effectivement de nous donner de la force pour la suite. Donc la suite, c'était d'aller plus loin. C'était de se présenter aux élections législatives. Donc on a 209 candidats patriotes. On a fait une alliance avec Debout la France et Génération Frexit, donc pour créer une alliance souverainiste et pour être une vraie force politique. Donc moi qui suis très engagée, militante très engagée, j'ai décidé de me présenter aux élections législatives pour porter ce combat à l'Assemblée nationale. Et puis j'imagine que aussi le fait d'être venu dans toutes les manifestations depuis presque 2 ans, je pense que aussi le contact avec les gens t'avait aussi donné envie d'aller plus loin et de t'investir plus. Ah bah oui, parce que plus on a de monde en fait dans les manifestations, plus on se rend compte que les gens viennent vers nous, viennent nous parler de leurs problématiques quotidiennes, viennent éventuellement nous demander conseil, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors oui, c'est bien de le faire dans la rue, mais si on peut le faire à l'Assemblée, ce sera entendu de tous et on pourra vraiment faire nos propositions à ce moment-là. Donc à la fois dans nos circonscriptions, les candidats qui deviendront députés, et aussi au niveau national, en tant que représentants de la nation. Bien sûr. Du coup, les Ardennes, moi, c'est une région que je connais très très peu. Parle-nous un petit peu de ta région, déjà, les points forts. Quels sont les points forts? Est-ce qu'il y a une industrie? Est-ce que c'est touristique? Quels sont les lieux à voir? Parle-nous un petit peu. Alors, bah, tu as tout à fait raison, les Ardennes, c'est une très belle région. La deuxième circonscription, en ce qui me concerne, c'est une partie des Ardennes qui va de Charleville-Mézières à la frontière belge, donc avec 9 cantons. Les Ardennes, c'est une région qui se trouve dans le nord-est de la France. Moi, je suis originaire de Lorraine, donc toute voisine. C'est une région qui a une histoire, donc commune avec ma région d'origine. C'est une région qui a un patrimoine aussi extraordinaire, culturel, touristique. C'est très rural aussi, donc il y a énormément de potentiel de tourisme vert. Et aussi, c'était une région, j'ai dit c'était une région très industrialisée. Et malheureusement, depuis les années 80, il y a eu beaucoup de délocalisation, des fermetures d'entreprises, on va dire offertes aux plus offrants, délocalisées pour que ça revienne moins cher. Donc c'est en fait tout ce qu'on combat, nous, dans la reprise de la souveraineté de notre pays. C'est aussi ça, c'est reprendre nos fleurons en fait industriels et technologiques. Et économiquement, c'est pas une région sinistrée, mais c'est pas une région très riche non plus. Les gens ont beaucoup souffert depuis des années de tout ça. Ils ont aussi beaucoup souffert de la crise sanitaire, on y reviendra peut-être. Et voilà, c'est une région qui a énormément de potentiel, qui a énormément de choses à offrir et à développer. Est-ce que, comme dans beaucoup de régions, moi je vois, j'habite à Nantes, est-ce que tu me parlais que justement les Ardennes avaient perdu une grande part de son industrie? Est-ce que les services publics, là aussi, on dénote un manquement grandissant? Ouais, bah oui, comme dans toutes les régions, hein, parce que tu sais bien comme moi que Paris n'est pas la France, même à Paris, il y a des Bien sûr. manquements. Donc les régions encore moins, les régions rurales encore moins. Tu peux en déduire que les services publics quasiment ont abandonné certaines régions, malheureusement.
Donc, on va parler des déserts médicaux, hein, les hôpitaux qui ont fermé, les maternités qui ont fermé. On ne peut pas imaginer une dame sur le point d'accoucher de son bébé devoir faire 80 km pour aller à l'hôpital. Bien sûr. Bon, c'est impensable. Donc là, actuellement, il y a des soignants libéraux qui se sont regroupés pour aller faire des dispensaires dans certaines communes rurales. C'est déjà un premier pas. Et tu vois, c'est une initiative de leur part. Ce n'est pas une initiative des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, comme dans toute la France, la métropole, l'outre-mer, font la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont des points d'intérêt particuliers. Mais alors, ce qui ne les intéresse pas, ce qui ne les arrange pas, ce qui n'est pas dans leur intérêt, quasiment, ça passe sous le radar. Ça ne les intéresse pas. C'est vrai qu'on a un tourisme vert qui est valorisé, mais on pourrait faire tellement plus, tellement plus. Donc, du coup, quel serait, demain, tu es élu député, quelles seraient justement tes propositions, ta vision pour les Ardennes pour relancer justement les services publics, une industrie? Déjà, il faudrait relocaliser les industries qui sont plus là parce qu'on a des savoir-faire, on a des artisans, on a des industriels, on a des gens qui savent faire. Le savoir-faire, les compétences sont là. Maintenant, il faut reprendre un petit peu le pouvoir sur l'économie parce qu'on n'arrive pas à relocaliser une industrie si on ne reprend pas le contrôle sur ce qui se passe chez nous. Donc moi, je proposerais la relocalisation ou l'ouverture de nouvelles industries. On a une centrale nucléaire à Chooz qui a 2 réacteurs. Donc, il y en a un malheureusement qui est à l'arrêt jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y a aussi une indépendance énergétique qu'on pourrait reconquérir par là. On a aussi la possibilité de mettre en valeur le patrimoine culturel et historique. Ça, c'est fait déjà. Il serait possible de le faire rayonner un peu plus largement, puisqu'on est frontalier de la Belgique, donc ça peut rayonner en Belgique, mais aussi à l'international. Sachant que, par exemple, à Charleville-Mézières, la ville, on va dire, principale des Ardennes, c'est la ville d'Arthur Rimbaud, donc poète connu internationalement. Bien sûr. Voilà, donc la star de Charleville, c'est Arthur Rimbaud. Donc, tu vois, il y a tout un parcours à faire dans la ville, là où il a vécu, là où il passait du temps. Et il y a sa sépulture dans un petit cimetière aussi. Et tu peux, si tu es fan, tu vois, tu peux aller voir. Et puis, c'est très inspirant parce que ces poèmes ont été inspirés de sa ville et de là où il vivait. Donc, c'est quelque chose d'assez chouette d'avoir un poète comme ça qui vient de là, tu vois. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des propositions qui visent à revaloriser notre patrimoine, notre industrie, notre art de vivre aussi. Il y a des spécialités régionales, je ne t'en parle même pas. Il y a des gens qui sont vraiment extraordinaires. Ils sont accueillants, ils sont généreux. Tu sais, c'est un peu le bon sens dans les campagnes, c'est un peu le bon sens paysan. Ils sont un peu en retrait, mais si tu gagnes leur confiance, ils vont venir vers toi, tu vois. Donc, comme c'est très rural, je me battrai aussi pour la ruralité, pour les agriculteurs, puisque nous importons malheureusement beaucoup plus que nous produisons et nous exportons. Donc ça aussi, il va falloir y remédier. Nos agriculteurs sont étouffés sous des tonnes de normes, tu vois, des choses qui ne leur permettent pas de travailler librement ni comme ils l'entendent. Il faudrait aussi, pour le bien-être animal et pour les agriculteurs, arrêter les fermes-usines et puis avoir des conditions d'élevage, de production de céréales, de production de fruits et légumes locales et ne plus les importer parce que ça fait du tort à nos agriculteurs. On peut décemment pas, tu vois, c'est super d'avoir des fraises au mois de décembre, mais ces fraises-là, elles viennent pas de chez nous, quoi. Oui, elles viennent généralement d'Espagne, du Maroc. Oui, j'entends bien, c'est aussi une question de coût, mais nous, je préférerais, moi, privilégier les circuits courts
les producteurs locaux, les productions locales, l'artisanat et le commerce local. C'est comme ça qu'on commence à, tu vois, à être un petit peu indépendant en se disant on ne va pas consommer des produits importés, on va consommer les produits de chez nous qui sont très bons, certifiés, labellisés France, tout ce que tu veux. Et même dans le textile ou dans tous les domaines de consommation quotidien, on sait faire, on fait pas parce que ça nous coûte plus cher de produire chez nous. Mais si on arrêtait d'importer de l'extérieur, ça nous coûterait moins cher. Surtout à l'heure où on nous rabâche toute la journée qu'il faut réduire l'impact carbone, et bien le fait de ne pas importer, Exactement. comme tu disais, les circuits courts, là pour le coup c'est une vraie mesure écologique. C'est une mesure. Tu as des combats personnels, hors programme évidemment, hors programme patriote du plan souverainiste. Est-ce que tu as des combats personnels que tu aimerais mener? Une cause qui t'anime? Oui, j'en ai un. Alors, ça va peut-être pas plaire à certains, mais je vais le dire quand même. Moi, je suis très attachée à la cause des enfants. Les enfants ont énormément souffert du confinement, du masque à l'école, de toutes les horreurs. On a pu leur faire les tests, les trucs, enfin, même la vaccination pour certains. Les enfants ne sont pas des objets. Les enfants sont des personnes, ce sont des petites personnes, mais ce sont des personnes dont les adultes sont responsables. Et dans ce sens-là, on doit les protéger. Donc moi, je me fais une mission personnelle de lutter pour la protection des enfants. Et au sens le plus large, dans le sens aussi des enfants qui ont des problèmes de maltraitance familiale. C'est quelque chose qui s'est amplifié pendant les confinements aussi, tout comme les violences conjugales. Moi, ce qui vraiment me tient à cœur, c'est de dire que les enfants ne sont pas des sous-citoyens ou des sous-personnes, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes. On doit les défendre, on ne doit pas les toucher, on ne doit pas abuser d'eux, si tu vois où je veux en venir. Bien sûr. Moi, je veux vraiment lutter contre la criminalité contre les enfants. Pour ne pas dire un autre mot, mais je veux qu'on laisse les enfants tranquilles. Ils ne nous ont rien demandé. C'est à nous de les protéger. Si on n'arrive pas à protéger les enfants, on n'arrivera pas à protéger la population du tout, puisque les enfants sont notre futur. Ce sont eux les générations futures, les adultes de demain. Si on a un enfant complètement ravagé psychologiquement parce qu'il n'a pas supporté d'être enfermé, parce qu'il n'a pas réussi à apprendre correctement, parce qu'il a été malmené à la maison, parce que ses parents étaient énervés parce qu'il ne pouvait pas travailler, des choses comme ça. Un enfant peut tout à fait mal tourner, enfin, je ne veux pas dire que ça deviendra un délinquant ou quoi, mais être complètement blessé et avec des séquelles qui peuvent être irréversibles. Donc moi, vraiment, je m'attacherais à essayer de défendre tous les problèmes qu'ont pu rencontrer les enfants et puis les parents, bien entendu, qui ont fait de leur mieux, hein, bien sûr, mais qui n'ont pas eu toujours voix au chapitre. Je vois par exemple les mamans louves, elles se sont battues physiquement avec les policiers et les forces de l'ordre pendant des manifestations. Des mamans qui vont se battre dans la rue pour leurs enfants. Tu vois, ça, c'est un combat, pas forcément un combat de femmes, mais une femme qui est maman, elle ne peut pas laisser faire ça ni à ses gosses, ni à ceux des autres. Donc voilà, ça c'est un combat personnel. C'est un combat personnel. C'est vrai que les enfants, ils ont été complètement mis sur le côté depuis 2 ans, complètement. Ouais. Faut dire aussi que ce n'est pas la classe d'âge qui vote pour Emmanuel Macron, hein, c'est une classe d'âge beaucoup plus âgée, donc on a finalement mis le poids sur les enfants, sur les jeunes, même sur les étudiants. Oui, bien sûr, je parlais des enfants, mais les ados sont pour moi encore des enfants, hein, puisqu'ils sont sous la responsabilité de leurs parents jusqu'à, je crois, 16 ans, minimum 16 ans. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec des petits enfants ou des adolescents.
On doit les protéger, les préserver. Pas les mettre dans une bulle hein, ou un cocon en leur disant que tout va bien et que t'inquiète pas, ça va bien se passer, mais en agissant concrètement. Du coup, je voulais revenir aussi euh, sur ton rôle de candidate. Qu'est-ce que ça te fait d'être candidate? Est-ce que tu rends compte des difficultés ou alors as-tu fait des rencontres, de belles rencontres? Comment tu le vis, ça, justement, d'être candidate, aller au contact des gens? Bah déjà, c'est la première fois, donc ça fait toujours un peu bizarre. Je me suis jamais présentée à des élections, si ce n'est aux élections de délégués de classe, où j'ai toujours gagné. Voilà, non, c'est Bah, euh, écoute, ce qui me j'espère que déplaît. tu viendras encore une fois. Ah, mais c'est vrai, hein, le rôle de délégué de classe est très important dans une classe, parce que tu représentes ta classe au niveau des professeurs. Tu vas dans les conseils de classe, dans les conseils des fois de discipline, quand quelque chose se passe mal. Tu fais la liaison entre les professeurs et la direction et les élèves de ta classe. En fait, tu es le député de ta classe, quoi. Donc, je ne sais pas si la vocation vient de là. Non, en fait, je suis extrêmement fière déjà de me présenter, de l'avoir choisi. Personne ne m'a forcé. Je suis un peu encore je dirais pas sur la réserve, mais j'essaye encore tu vois, de trouver les bonnes tournures, les bonnes façons de présenter les choses. Je, avec les médias, j'ai un peu encore du mal. Mais quand on a parlé devant des dizaines de milliers de personnes, ça va, on arrive à parler aux gens. Donc oui, Euh, j'ai fait des rencontres, ouais, ouais, ouais. J'ai fait des belles rencontres, des gens absolument charmants. Euh, Bien sûr, sur le terrain, on rencontre les candidats concurrents aussi. Mais on arrive à échanger, on arrive à parler, on se rend compte qu'on a quand même des points communs sur nos propositions. Pas tout, hein, évidemment. Hein. Si on a fait une alliance souverainiste, c'est pas pour aller voir ailleurs, mais on a quand même des points communs. Et ce qui fait que finalement, sur le terrain, on se confronte à la réalité de la politique. La politique, ça se fait pas à la télé, ça se fait pas, ça se fait pas sur BFM, ça se fait pas sur les plateaux, ça se fait sur le terrain. Ça se fait tous les jours. Ça se fait avant, pendant, après les élections, la politique. C'est d'être en contact en fait permanent avec les gens, si tu veux. C'est évidemment être en contact avec aussi des personnes influentes, mais pas que. Tu te rends compte vraiment quand tu es confronté à la population, qui n'est pas la population parisienne, qui est une population rurale, de petites villes, de province. Tu dis qu'ils n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que toi, finalement. Enfin, pas forcément. Ou qui ne connaissent pas ce dont tu parles. Tu es obligé d'expliquer. Tu vois, tu pars du prix de la baguette de pain et puis tu en arrives au Frexit. Pour parler souveraineté, souverainiste, plutôt, euh, quelle est la personne, que ce soit actuelle ou même historique, qui t'inspire le plus? Actuel et historique, j'en ai deux. Bon, Vas-y, historiquement, ah ben alors, historiquement, le général de Gaulle. bien sûr. Bah oui, non, mais c'est très original, je sais bien. Mais que veux-tu que je te dise, historiquement, c'est lui qui m'inspire le plus. Parce que, je veux dire juste pourquoi. Parce qu'il était seul contre tous. Il a été, pour ses idées, condamné à mort en France. Donc, s'est exilé au Royaume-Uni, en Grande-Bretagne, à Londres, d'où il a lancé son fameux appel à la résistance le 18 juin. Et moi, ce dont je me souviendrai toujours, c'est ces mots-là, c'est l'honneur, le bon sens et l'intérêt supérieur de la patrie. C'est des mots qui m'ont marqué dans son appel. D'ailleurs, j'avais fait aussi une reprise, on va dire, entre guillemets, un peu moderne sur ma chaîne YouTube Marianne. Du coup, j'avais essayé de faire l'appel du 18 juin 2021 en intégrant l'Europe et tout ça, enfin l'européisme et tout ça. C'était un grand homme au sens propre comme au figuré, évidemment. C'est un militaire, donc forcément quelqu'un qui connaissait bien les forces armées et le chef de la résistance qui a invité, au loose day, hein, puisque c'était codé,
par les ondes radio. Enfin, c'est tout un truc. C'est tout un truc de ne pas se faire repérer quand on était résistant. Il a invité tous les gens à résister où ils le pouvaient et comme ils le pouvaient, avec les moyens qu'ils avaient. C'est-à-dire, il y avait des organisations qui se sont mises en place grâce à lui, des moyens, des personnes qui se sont engagées, des personnes, tu vois, lambda, qui n'avaient jamais fait ça avant, en fait, et qui se sont dit non, là, c'est trop grave, on ne peut pas laisser passer. On ne peut pas laisser passer, on ne peut pas se laisser occuper comme ça, on ne peut pas céder. On va faire semblant que, mais finalement, en dessous, on va se battre quand même. On va passer des messages secrets. On va saboter des lignes de chemin. Dans mon cœur, dans mon âme, dans ma tête. Et même si j'ai vécu à l'étranger, mon pays me manquait tellement que j'ai pas pu faire autrement que de rentrer. Il y a aussi des personnes qui souhaiteraient s'expatrier maintenant que les choses vont très très mal en France. Je peux comprendre ce choix. En tout cas, moi, c'est pas un choix que je vais faire. Moi, je vais résister. Tu vois, je me présente, hein, donc une certaine forme de résistance aussi. Même si je ne suis pas élue, je continuerai à résister. Il n'y a aucun problème. Je serai toujours là. Les gens pourront toujours compter sur moi. Donc voilà, d'où me vient l'inspiration historique. Et puis un jour, en fin 2020, j'ai vu sur YouTube une proposition de vidéo, un monsieur Philippot. Bon, je dis c'est quoi? Il y avait un titre un peu accrocheur sur cette vidéo. Donc, eh bien, j'ai visionné. J'ai vu un homme qui avait du bon sens, de l'honneur et un intérêt supérieur de la patrie en 2020. Et là, je me suis dit, bon, avec les idées que j'ai déjà de l'honneur, tout ça, la résistance, moi je suis Lorraine, terre de résistance, hein, donc la croix de Lorraine, hein, on ne peut pas faire mieux. Je dis ce monsieur, et ce qu'il dit, ça m'intéresse. Et donc il faisait des réunions, enfin des réunions publiques, entre guillemets, autorisées, mais il y avait couvre-feu, enfin c'était un bazar sans nom. Et lui, tout seul sur un banc, sur une petite place en face du ministère de la Santé, et ben voilà, il disait non, ça va pas, on nous prive de nos libertés, on nous oblige à ceci, on nous demande cela, c'est pas possible, c'est inadmissible, on va combattre ça. Il y avait quelques personnes, et après il y avait plus de monde, et plus les mois passaient, et moi j'y suis allée, donc finalement je veux le voir en vrai lui, à quoi il ressemble en fait, comment il est, parce que tu sais, t'es youtubeur, enfin tu fais des vidéos sur YouTube, t'es pas forcément la même personne dans la vraie vie, quoi. Enfin, il y a des personnes qui sont comme ça. Puis bah, je l'ai rencontré sur le terrain, bah, exactement comme ça, tu vois. Donc je me suis dit, je peux le confirmer pour l'avoir rencontré. L'original est tout à fait conforme, donc je me suis dit, bah, écoute, moi, ça me va très bien comme modèle, comme guide, si on veut, pour véhiculer des idées. Donc j'ai suivi. J'ai suivi, bon, pas aveuglément, bien entendu, mais j'ai suivi le mouvement. J'ai adhéré au mouvement, j'ai milité pour le mouvement, dans la rue, tous les samedis, hein, on sait bien de quoi on parle. Oui. Alors, on n'a pas fait céder le gouvernement, sauf, bon, ils ne veulent pas le dire, mais on les a quand même un petit peu acculés. On nous a beaucoup invisibilisés aussi, les patriotes. Ça, c'est une volonté délibérée des médias mainstream de cacher ce qui dérange. Parce que nous, on veut la vérité sur beaucoup de sujets. On veut la transparence sur beaucoup de sujets. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas mainstream. On a par contre une chaîne qui nous aime beaucoup et qui n'est pas mainstream, c'est TV Liberté. Je tiens à leur rendre hommage parce qu'eux donnent une information qui est claire, qui est sourcée et qui ne va pas dans le sens de la doxa des autres médias. Et en plus, ils nous soutiennent puisqu'ils sont venus de nombreuses fois en manifestation pour recueillir les impressions
des manifestants pour faire des entretiens avec Florian Philippot et d'autres personnes. Ils parlent toujours de nous et ils mettent en avant notre combat. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas TV Liberté, eh bien, c'est une chaîne, un média qu'il faut absolument voir. Et on ne les a pas à la télé, forcément, c'est sur Internet. Mais bon, imaginons qu'un jour on ait TV Liberté, que les souverainistes soient au Parlement et que la France redevienne la France. Mais écoute, c'est le pire qu'on peut nous souhaiter. Ouais. Tu parlais du gouvernement, je voudrais connaître ton avis sur ce nouveau justement gouvernement, notamment avec ce nouveau Premier ministre qui, à peine investi, nous parle déjà de la retraite à 65 ans. C'est une réforme qu'il faut, d'après ses mots, la faire passer le plus vite possible. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau gouvernement? En plus, il n'y a pas que ça, il y a aussi Monsieur Abad qui a quelques soucis judiciaires pour des agressions sexuelles. Bref, la moitié du gouvernement est soit à des poursuites judiciaires actuelles ou soit a été condamné pour des faits graves. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que c'est pas encore quelque part un nouveau crachat qu'on fait aux Français délire de mettre ces personnes-là en place? Par quoi je commence? Alors, je vais commencer par les choses évidentes. Emmanuel Macron a insulté les Français. Il les a toujours méprisés d'ailleurs, mais il les a insultés aussi, particulièrement une partie de la population dont il a décidé que c'était des irresponsables et des sous-citoyens. Donc, merci beaucoup. Il a toujours méprisé de toute manière tout le monde. Il est très arrogant. Il ne pense qu'à lui. Il n'aime pas la France. Et il n'aime pas les Français. Partant de là, toutes les personnes de son gouvernement, on ne peut pas dire que ce soit des enfants de cœur. Donc, pour parler du gouvernement précédent, donc nous avons eu affaire à Monsieur Déconfinement Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Je pense que ces deux-là, rien que là, Laurel et Hardy, on avait déjà la totale. Mais non, on a fait mieux que ça. On a Elisabeth Borne maintenant. Alors, Madame Borne, covidiste, européiste, mondialiste, la retraite à 65 ans, ce n'est pas une idée qui est sortie du chapeau, c'est Bruxelles qui demande. C'est Madame von der Leyen qui demande. D'ailleurs, rappelle-nous dans le programme des Patriotes à quel âge est le départ à la retraite. Je rebondis sur ça, parce que pour moi, c'est un point très important. Pour nous, la retraite, elle doit être à 60 ans. Parce qu'à 60 ans, quand on a travaillé toute sa vie, je ne parle pas forcément de travailler dans un bureau, quand on a travaillé toute sa vie, on est déjà, à 50 ans, on est déjà un peu vieux pour être embauché quelque part, tu vois. Donc, il reste encore 10 ans jusqu'à 60 ans et encore 15 ans jusqu'à 65. Nous, on pense, chez les Patriotes, on pense que la retraite à 60 ans, ça suffit déjà bien. On se battra pour ça. Parce qu'il y a une vie de travail, mais après, il y a aussi des récompenses. Et si on travaille jusqu'à 65, 70, dans certaines propositions que j'ai vues passer, mais qu'est-ce qui te reste à part ta vie de travail? Tu profites plus de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants, de te reposer, de faire des petites activités, de partir en voyage, tu ne peux plus rien faire. Tu as tout donné, tu n'as plus rien, et tu pars avant d'avoir profité de quoi que ce soit finalement. Donc nous, c'est la retraite à 60 ans. Donc maintenant, la retraite à 65 ans, c'est la marotte de Madame von der Leyen, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Elisabeth Borne, j'espère qu'elle ne restera pas. Parce que, à mon avis, elle n'a pas du tout la trempe d'un Premier ministre. Le gouvernement, de toute manière, est probablement provisoire, puisque des ministres se présentent aux élections législatives. S'ils sont élus députés, ils doivent démissionner de leur poste. Et s'ils ne sont pas élus, j'espère qu'ils seront poussés vers la sortie.
Alors, Macron a déclaré que s'il perdait les législatives, il devrait démissionner. Voilà. Donc déjà, bon, c'est bien d'être clair là-dessus. On a parlé de Madame Borne. Bon, je ne suis pas très fan. Monsieur Ndiaye, c'est ça? À l'éducation? Ndiaye. Je me suis demandé s'il avait un lien de parenté avec une certaine Sibeth, mais je ne crois pas. Alors certains, oui, il y a certains montages, d'ailleurs très drôles sur Internet, mais non, aucun de parenté, à part Aucun peut-être rapport. la bêtise. D'accord, ouais, très bien. Monsieur Ndiaye, donc Pape Ndiaye, hein, c'est ça. C'est ça. À l'éducation nationale. Je ne sais pas si on aurait pu trouver pire, en fait. Ce monsieur représente tout ce qui est anti-éducation républicaine. Mais justement, tu me parlais que tu avais une cause qui te tenait à cœur, c'est les enfants. Là, on Ah leur bah met le meilleur ministre. On va encore un peu plus détruire l'éducation de nos enfants ah pendant non, 5 mais moi, ça va pas être possible. Le racisme anti-blanc, le wokisme, des trucs qui rentrent à l'école comme ça, non. Déjà, on pensait qu'avec le ministre Blanquer, on avait touché le fond. Pas du tout. On peut encore aller bien plus bas. bien sûr. Moi, je ne vois pas du tout comment susciter des vocations d'enseignants et avoir des programmes scolaires décents avec un monsieur Ndiaye. Pas du tout. Je n'ai pas compris hein, la nomination. Il y a d'autres choses que je n'ai pas compris parce que dans ce gouvernement, il y a la moitié, on prend les mêmes, et il y a environ la moitié, on en prend d'autres, mais on recommence quand même. Tu vois. Donc il y a des ministres comme Monsieur le maire, Darmanin, Dupond-Moretti qui restent. Et c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs parce que dans l'idée, il y a quand même Monsieur Darmanin poursuivi pour affaire de mœurs. Monsieur Dupond-Moretti poursuivi pour conflit d'intérêts, pour corruption, pour, enfin tu vois. De toute façon, les trois quarts, c'est même pas les trois quarts, je pense que tous les ministres du gouvernement, des casseroles, il y a une corruption et des conflits d'intérêts à tous les niveaux. S'ils sont partis du gouvernement, ils vont se retrouver hauts fonctionnaires quelque part ou dans un cabinet de conseil. Et là, j'en arrive à McKinsey, qui a vraiment drivé tout depuis on ne sait même pas combien de temps. On sait que le ministère de la Santé et le gouvernement a pris conseil auprès d'eux. Même ils ont drivé la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Mais ça veut dire quoi? Qui dirige la France? Est-ce que c'est McKinsey? Le ministère de la Défense a... Ouais, je fais ma pub. Hop, voilà, c'est bon. Vas-y. Ouais, non, parce que je... voilà. Le ministère de la Défense a signé des contrats avec 16 cabinets de conseil. Le ministère de la Défense, je ne parle pas du ministère de la Culture. La Défense, notre défense nationale, va être conseillée par des cabinets privés. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, ça me fait très peur. Parce que dans cette histoire, les conflits d'intérêts et la corruption, c'est au plus haut niveau de l'État. C'est donc tentaculaire dans le monde. McKinsey est condamné aux États-Unis pour la crise des opiacés, donc des médicaments à base d'opium qui ont été surdosés et surprescrits, qui ont tué énormément de personnes. McKinsey s'est insinué dans la campagne de vaccination. Est-ce qu'on a vraiment des gens aux manettes au gouvernement? Vraiment? Est-ce que c'est vraiment les gens, les ministres, les élus, hein, les élus soi-disant, des nommés? Est-ce que c'est vraiment eux qui décident? C'est vrai qu'on fait face à une corruption comme on n'a jamais vu. Puis ils foutent quand même pas mal en l'air l'argent public. Hein, les détournements d'argent public. Alors bon, il y a une petite anecdote qui est assez rigolote. Voilà, quand on va acheter de la lingerie avec l'argent du contribuable. Tu parles sûrement de la femme d'Olivier Véran. Oui, bah écoute, apparemment ça n'a pas suffi. Bon, c'est son ex-compagne, je crois. Ah, ex. Bon, bah, ils sont plus Je ensemble, mais bon. sais plus. Enfin, bon, ça change tout le temps. On est toujours dans tu vois, l'époux de, le fils de. Il y a des conflits partout dans tous les sens. Donc, gaspiller l'argent du contribuable en lingerie. Je ne sais pas. Je pense qu'un député, un secrétaire d'État ou un ministre gagne suffisamment bien sa vie
pour pouvoir s'offrir ce petit plaisir sur son argent personnel et sûr. pas sur celui du contribuable. Donc moi, ce que je proposerais pour tous ces conflits d'intérêts, cette corruption et toutes ces choses qui ne vont pas, en tant que députée, moi, ma mission, ce serait la transparence, la vérité, déjà, parce qu'il n'y en a pas du tout. Tout est opaque, tout est obscur. Et pour les ministres, les élus en exercice, à la moindre mise en examen, au moindre conflit d'intérêts avéré, hein, j'entends, présomption d'innocence existe, mais si c'est avéré, je demanderai immédiatement sa démission et son inéligibilité à vie. On ne joue pas comme ça à prendre des conflits d'intérêts, à utiliser l'argent des Français, à planquer ses sous dans des paradis fiscaux, quand il y a des gens qui ne peuvent pas faire un plein d'essence ou s'acheter des produits de première nécessité, parce qu'ils n'en ont plus les moyens. On ne peut décemment pas laisser faire ça quand il y a des soignants suspendus, qui ne touchent rien depuis 6 mois, même pas le RSA, qui sont dans la misère la plus complète. C'est vraiment scandaleux en fait. Ils ont tous des affaires. Alors on dit ah ouais quand même ils ont fait ça et tout. Oui mais quelles sont les conséquences? C'est notre argent. C'est de l'argent qui manque pour l'hôpital public. C'est de l'argent qui manque pour payer des salaires, pour ouvrir des lits. C'est de l'argent qui manque dans beaucoup de domaines. Et il est gaspillé par ces gens-là. Donc stop quoi. Stop la corruption, les conflits d'intérêts. Voilà, on va les fliquer aussi. Comme ils veulent nous fliquer, nous, ben, on peut aussi les fliquer. Ce sont aussi des citoyens comme les autres, donc il n'y a pas de raison. Moi, je serais même tentée, tu vois, de demander pour tout élu, tout candidat qui se présente, un casier judiciaire vierge. Ah bah là, on risque de plus avoir beaucoup de députés en marche. Eh ben, est-ce que ce serait une si mauvaise chose? De mon point de vue, non, évidemment. Moi, je pense que le député, l'élu, celui en qui les citoyens ont placé leur confiance pour les représenter, il doit être exemplaire. Il doit être exemplaire. Alors, la perfection n'existe pas, mais au moins l'exemplarité dans la vie publique. Je veux dire, quand tu en vois certains ou certaines dans la vie publique, et tu te demandes à quel niveau on est. Emmanuel Macron disait fiers d'être des amateurs. Ouais, ils peuvent être fiers, ouais, c'est clair, ils ont fait de l'amateurisme, hein, c'est clair. Maintenant, moi, j'espère vraiment que ce gouvernement n'est que provisoire et que nos députés souverainistes pourront ouvrir la voie à du changement. C'est tout ce qu'on souhaite, en fait, porter notre voix. Porter notre voix pour expliquer que tant qu'on ne sera pas sorti de l'Union européenne, rien ne changera vraiment. On ne pourra pas reprendre notre pays en main, on n'aura pas le contrôle, ni sur notre politique, ni sur notre économie, ni sur notre vie quotidienne. C'est un large sujet, ça ne se fera pas en 2 temps, 3 mouvements. Mais si le Royaume-Uni est arrivé, il ne s'en sort pas trop mal, il devrait pouvoir aussi, je pense. Ça, c'est tout un chemin dans les consciences. Et les gens vont se battre contre toutes les choses qu'ils ont pu nous faire depuis la crise des Gilets jaunes, donc 5 ans. Hein. Et ça a fait que s'aggraver depuis. D'ailleurs, même, je crois que moi, j'ai eu peur parce que je n'avais jamais eu la vision d'une telle violence policière avant. Je n'avais jamais vu ça. Enfin, vu bien sûr, mais vécu les gilets jaunes comme la répression a été absolument terrible. C'est un truc que je ne pensais pas possible et en fait si. C'est là que j'ai compris qu'on était devenu un État totalitaire, quoi. D'utiliser la force, la répression contre le peuple. Enfin, tu peux pas appeler ça une démocratie. Il y a un truc qui ne colle pas, quoi. Du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Donc, je le rappelle, tu es candidate dans la deuxième cercle dans les Ardennes. Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire justement à ceux qui te regardent? Quel serait
quel serait ton mot de la fin, ton mot pour l'avenir, même si évidemment là on vient de parler du gouvernement, donc ça peut faire peur, mais on a aussi parlé de l'Alliance souverainiste, donc il y a plein de bonnes choses aussi pour se réjouir et que le combat continue. Je pense et j'en suis sûr que tu seras dans les prochains combats, tu retourneras dans la rue aux côtés de Florian Philippot, bien évidemment. Donc je te laisse le mot de la fin. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on va y arriver. Bien sûr. On va y arriver. Parce que, après tout, on est la France, hein. On est des Français, donc des Gaulois réfractaires peut-être, mais on est quand même des Français. On va se battre. Voilà, on se bat. Donc, on va continuer à se battre, bien entendu. Moi, je vais me battre pour nous, pour vous, pour qu'on retrouve une vie meilleure. Parce qu'on a vécu quelque chose d'insensé. Il faut un retour à la normale, enfin, le plus normal possible. Donc, moi, je vais me battre. Je ne peux pas me battre toute seule, donc j'ai bien d'autres collègues qui vont faire la même chose. On a besoin de soutien, donc tous les sympathisants, adhérents, militants qui peuvent avoir des députés, des candidats, députés dans leur circonscription. Je les invite à prendre contact avec eux ou avec moi dans la mienne pour organiser un peu la campagne sur le terrain, parce que c'est assez compliqué d'être partout en même temps. Il faut représenter, donner des entretiens, coller, tracter, c'est pas facile, donc on recherche un petit peu de main sur le terrain, mais on se bat vraiment pour tout le monde, on se bat vraiment pour tous les Français. Et là, c'est pas je serai le président de tous les Français, c'est on sera là pour tous les Français, même ceux qui ne sont pas de notre bord politique. On sera là pour tous, puisque un député vote des lois pour tous et pas que pour une catégorie de Français. Donc nous, ce qu'on veut, c'est la France souveraine, prenne ses propres décisions, propres choix, et que ce soit les citoyens qui décident, avec le RIC, j'en ai pas parlé, je le dis maintenant, le référendum d'initiative citoyenne, demander l'avis à la population avant de promulguer une loi ou prendre une décision qui nous engage définitivement. Voilà. On est là, on sera encore là après et on continuera. As-tu des réseaux sociaux où les gens pourraient te suivre? Oui, alors j'ai mon Twitter donc de candidate aux législatives, donc c'est Chris Bellet, arrobas, Chris CHRIS, Bellet BE2LAY, tiré du bas, LP, les Patriotes. Et j'ai une toute petite chaîne YouTube de rien du tout où je mets 2-3 trucs que je fais pendant ma campagne. C'est Christelle Bellet, les Patriotes aussi. Il n'y a vraiment rien, hein. C'est vraiment histoire de dire que voilà, je montre aux gens ce que je fais, je mets mes interviews, mes trucs, voilà. Et je vais sur Twitter, je vais les rediriger vers ta chaîne. Voilà. Bah, écoute, je mettrai tous les liens en bas de la vidéo, donc les gens pourront évidemment, et j'invite tout le monde à te suivre, à te soutenir, même si vous n'êtes pas dans les Ardennes, il faut soutenir tous les candidats patriotes ou de l'Alliance souverainiste en règle. Partout. Et patriotes, et Debout la France, et Génération Frexit. Bien sûr, il faut nous aider. On a besoin de vous sur le terrain pour aider nos candidats, comme Christelle, à tracter, à la suivre sur les réseaux, à lui donner de la visibilité. Ça, c'est très important. À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de la communication. Christelle, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour cette campagne. J'en suis sûr que tu le feras très très bien, que tu seras une très bonne représentante. En tout cas, bon courage à toi et merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci à toi, cher ami souverainiste. Et encore une fois, je te souhaite une très belle campagne électorale. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt.